Ici même, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette conférence filmée et illustrée de Sacha Guitry sur les monstres sacrés de la Belle Époque. Le film a été tourné en 1915, il a été enregistré par la suite en 1952 par Frédéric Rossif et ça s'appelle « Ceux de chez nous ». Ouvrez bien vos oreilles, car vous allez entendre qu'en quelques mots, le maître va vous parler de Renoir mieux que je ne le ferai jamais. L'admiration dont Renoir était entouré n'avait aucunement modifié son caractère. Et ceux qui l'avaient connu jadis m'ont dit qu'il était le même exactement dans sa jeunesse, lorsqu'il lui arrivait de vivre avec son ami Monet pendant toute une année sur un champ de pommes de terre. Le Renoir que je vais vous montrer a 77 ans et il est très malade. Le rhumatisme a déformé ses pauvres mains et bien qu'il souffre perpétuellement, il travaille sans cesse. Rien n'était plus émouvant que de voir cet homme, ce grand homme, plié en deux par la douleur et qui était obligé pour peindre de glisser ses pinceaux sous des bandelettes de toile dont on entourait ses mains, nouées comme des sarments. Et il continuait de peindre malgré tout. Et sa vision des choses était telle qu'elle était quand il avait 20 ans. Il n'avait aucune mélancolie et sans tristesse, il voyait chaque année refleurir les anémones qui n'avaient pas de secret pour lui. Et il disait le plus simplement du monde des choses magnifiques. S'étant aperçu que des toiles de lui faites 30 ans auparavant avaient un peu perdu de leur éclat, il employait depuis quelques années les tons les plus vifs de sa palette. Et si on lui en demandait la raison, il disait « Je travaille à présent pour l'avenir. Et les toiles que je fais aujourd'hui seront bien dans 20 ans. » Chaque matin, lorsque sa cuisinière revenait du marché, Renoir lui demandait ce qu'elle avait acheté. Alors elle vidait son panier sur la table de la salle à manger. Généralement, c'était là qu'il travaillait, et il choisissait parmi les légumes et parmi les fruits le sujet d'une nature morte qu'il faisait immédiatement. Car pour lui, chaque chose était un sujet de toile. Imaginez ce qui pouvait se passer dans la cuisine lorsque Renoir avait choisi pour modèle le superbe poisson que la cuisinière venait de rapporter pour le déjeuner. Elle venait de temps en temps le réclamer au maître qui disait « pas encore », car il voulait l'avoir fini avant de le manger. Et Sacha Guitry concluait en montrant ces images du peintre avec ses bandelettes et ses pinceaux qu'on attachait à lui. Il disait « En montrant tout cela, les professeurs du futur n'auront aucun mal à démontrer à leurs étudiants qu'on ne peint pas avec ses mains, mais bien avec ses yeux. » Toute la question est là, et c'est vrai que les rhumatismes auront torturé Auguste Renoir, Pierre-Auguste Renoir, comme il avait été baptisé. Tous les témoins de l'époque témoignent, nous disent les difficultés de Renoir et ses souffrances. À la fin de sa vie, ces rhumatismes polyarticulaires inflammatoires ne le laissaient plus jamais en paix, bien entendu. Ça avait déformé ses genoux, son rachis, mais surtout, bien sûr, ses mains, j'allais dire, ses fameuses mains. Un proche de Renoir, Rouchampion, nous dit « Quand il eut près de 70 ans, on ne pouvait voir son pauvre corps trituré par le rhumatisme déformant sans se demander par quel miracle cet homme, absolument impotent, pouvait peindre des toiles qui resteraient parmi les monuments de la peinture. Il peignait avec son être spirituel, avec sa volonté. » Et le marchand Paul Durand-Ruel, lui aussi évidemment très proche de Renoir, disait « Renoir est dans le même triste état, mais toujours étonnant de caractère. Il ne peut ni marcher ni même se lever dans son fauteuil. Il faut qu'on le porte partout à deux. Quel supplice ! Et avec cela, le même bonheur quand il peut peindre. » Et oui, car il y a chez ces grands artistes cette capacité merveilleuse, c'est un petit peu le poème de Baudelaire, l'albatros, vous savez, lorsqu'ils peuvent vraiment s'envoler, alors là vraiment, ils sont faits pour hanter les nuées. Renoir a tenu comme ça pendant 20 ans, conciliant douleurs abominables et amour invétéré de la peinture. Il faut remonter à 1897 pour trouver les premières crises de rhumatisme chez le peintre. Il a 56 ans à l'époque, il n'a déjà plus grand-chose à prouver. Il était né, je vous le rappelle, en 1841, à Limoges, dans une famille très modeste. Et il se destinait, dans sa jeunesse, déjà à être peintre, mais à l'époque, comme on était à Limoges, peintre sur porcelaine, bien entendu. Elle est loin, déjà, en 1897, l'époque où des journalistes le critiquaient, comme dans ce célèbre article du Figaro de 1876 à propos de l'œuvre
torse au soleil. Voilà ce que disait le journaliste. Essayez donc d'expliquer à monsieur Renoir que le torse d'une femme n'est pas un amas de chairs en décomposition avec des taches vertes violacées qui dénotent l'état de complète putréfaction dans un cadavre. Et il avait du mal à se faire comprendre, mais ça aura été le sort de tous ses amis et d'une façon plus générale de tout le mouvement impressionniste. En 1897, Renoir est un des rares artistes du groupe des Batignolles, ce cercle d'artistes qui avait été créé dans les années 1860, qui est le futur noyau du groupe impressionniste. Et il était un des rares artistes de ce cercle à être encore en vie, à continuer à travailler. Son ami Berthe Morisot était morte 2 ans plus tôt. Caillebotte, qui non seulement lui était peintre mais aussi mécène, était mort en 1894. Pissarro est très âgé. Degas s'est tourné vers le pastel et vers la sculpture. Cézanne est de plus en plus sauvage en Provence, où il peint inlassablement ses fameuses montagnes Sainte-Victoire. Quant à leur maître à tous, Manet, dont nous aurons avec Serge Legas l'occasion de vous parler dans quelques temps, il était mort lui depuis 1883. À cette époque, à cette période, le seul grand ami de Renoir, c'est Claude Monet, qui lui reste très actif. Renoir vit comblé du point de vue de sa vie privée. C'est un chef de famille parfaitement heureux. Pierre est né en 1885. Jean, le célèbre cinéaste Jean Renoir, est né en 1894. Un petit peu plus tard, en 1901, il y aura un 3e fils, Claude, surnommé Coco, que connaissent bien les habitués des musées, bien entendu, parce qu'il a été peint et repeint. Tout va bien pour le peintre quand un jour de pluie de cette année 1897, il dérape à vélo à Essoy, dans l'Aube, dans son village natal, plutôt le village natal de sa compagne, où il avait une maison. Renoir chute lourdement, il se casse le bras droit. Son médecin décide de l'immobiliser dans un plâtre pendant 40 jours. Alors, il ne s'inquiète pas tellement, Renoir. Et même lorsqu'il a les premières douleurs, il se dit qu'après tout, ça lui est arrivé. Déjà, il a eu des soucis rhumatismaux dans le passé. Mais un peu plus tard, à la veille de Noël 1897, il ressent une violente douleur dans l'épaule droite. Et là, 1 an plus tard, nouvelle alerte, encore plus violente. Il ne peut plus remuer son bras droit. Il reste plusieurs jours sans toucher un pinceau. Et par la suite, les crises vont devenir de plus en plus nombreuses, de plus en plus terribles. Et là, c'est pour lui le début d'une sorte de martyre. Franck Ferrand, les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Auguste Renoir et à sa maladie. Pendant plus de 20 ans, Renoir est comme ça torturé par les rhumatismes. Il ne mourra qu'en 1919, au lendemain de la Grande Guerre. Alors que fait-on face à quelqu'un qui a du rhumatisme? Généralement, on lui conseille de l'air pur, sain, sec, du soleil, bien entendu. Donc on lui conseille d'aller séjourner dans le Midi. Ça tombe assez bien parce qu'il a toujours eu horreur du froid. Je n'ai jamais supporté le froid, dit-il. Pourquoi peindre la neige, cette maladie de la nature? J'adore ce genre d'expression. Il a également écrit dans une lettre à son ami Berthe Morisot que, je cite, « Le Midi est le plus beau pays du monde. On a l'Italie, la Grèce, les Batignolles réunis et la mer. » C'est vrai qu'il y a un peu de ça dans le Midi, dans la Provence. Alors, on lui a conseillé, c'est un de ses amis de Conchy qui lui a parlé de la ville de Cagnes-sur-Mer. « Mes beaux-parents sont hôteliers, lui dit de Conchy. En attendant de trouver une maison, ils pourront vous accueillir. » Le voilà donc à l'hôtel Savournin, à Cagnes-sur-Mer. À cette époque, il peut encore se servir de ses jambes, quand même. Il fait donc de grandes promenades. Et puis, sans doute en se promenant, il faut vous dire qu'il a dans un premier temps loué l'appartement de la Maison de la Poste. Et puis, en se promenant, sans doute pour repérer des lieux à peindre, bien entendu, il va tomber sur un très joli endroit qui s'appelle Les Colettes, avec des oliviers absolument extraordinaires. Une propriété de 3 hectares où les oliviers sont millénaires. Or, les oliviers en question sont menacés d'être abattus. Ni une ni deux, voilà les Renoirs qui acquièrent le domaine et désormais on va pouvoir rendre visite à Monsieur Renoir dans son domaine des Colettes à Cagnes-sur-Mer. En 1907, il les achète, il entreprend des travaux, il va faire construire cette fameuse villa qui est devenue un musée, bien entendu, avec 2 ateliers, un autre à l'extérieur entièrement vitré d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire. On va en dire un mot tout à l'heure avec Serge Legas, bien entendu. On ne sait pas exactement pour quelle raison il s'y est installé, mais enfin quand on voit l'endroit, on n'a pas de mal à comprendre qu'on puisse en tomber littéralement amoureux.
Les Collettes de Renoir, c'est en quelque sorte, si vous voulez, le Giverny de Monet. C'est un peu la même histoire d'ailleurs. Et puis surtout aux Collettes, Renoir va pouvoir travailler tranquillement tout en soignant ses rhumatismes. Il en a bien besoin car il faut vous dire qu'il a été victime d'une nouvelle alerte. À l'hiver 1904-1905, une grave attaque de goutte menace de paralyser complètement ses bras. Lucien Corosi nous dit « Pour l'instant, cette première attaque ne sera qu'un avertissement. Ses bras retrouveront bientôt leur mobilité. Il pourra recommencer à travailler. Immédiatement, il laisse tomber médecins, médicaments, consignes de repos pour s'enfermer dans son atelier. Il va y rester donc aux Collettes où il travaille énormément. Il réalise des portraits de sa famille, je vous l'ai dit, ils sont évidemment célèbres et nombreux, des paysages de Cagnes, mais surtout des nus. Il a comme inspirateur, si je puis dire, Titien, Véronèse, Rubens, enfin tous les grands maîtres de la Renaissance, évidemment, et puis aussi les maîtres du XVIIIe siècle français, Boucher, Fragonard, etc. « J'aime la peinture grasse, onctueuse, lisse autant que possible », écrit-il. « J'aime peloter un tableau, passer la main dessus. Je regarde un corps nu, il y a des myriades d'infimes nuances. Je dois trouver celles qui rendront sur ma toile la chair vivante et palpitante. » Voilà la réponse à cette espèce de journaliste mal embouché de 1876. Son motif préféré, vous le savez, ce sont les baigneuses. Il en peint plusieurs versions depuis les années 1880. Une de ses dernières réalisations, son testament artistique en quelque sorte, on verra ça tout à l'heure, ce sont les fameuses baigneuses, ce grand tableau avec deux femmes nues opulentes, une toile réalisée vraiment tout à fait sur la fin en 1919. Renoir, il faut vous le dire, ne fait pas que de la peinture, du reste, il fait aussi de la sculpture. Et puis, eh bien, il lui faut bien de temps en temps s'interrompre parce qu'il a des visiteurs. Vous savez, c'est toujours ça, la vie d'un créateur. C'est que d'un côté, vous êtes happé par votre création, et puis d'un autre côté, il y a la vie qui continue avec la famille, avec les amis, avec les visiteurs, etc. Il reçoit notamment le marchand de tableaux Ambroise Vollard, ce qui d'ailleurs l'irrite parfois. Ce Vollard, il me prend pour une poule, dit Renoir. Il croit que je ponds tous les jours et il veut voir mes derrières. Oui, c'était vrai qu'on a un peu l'impression que l'autre vient voir ce qu'il va bientôt pouvoir vendre. Et puis, il y a de jeunes artistes qui se présentent. Je pense à Fujita, par exemple. Il est bien reçu, lui. « Ma maison n'est ni un musée ni une baraque foraine », lui dit Fujita. « Je travaille et je n'aime pas qu'on me dérange. » « Mais quand on est à Rome, on va voir le pape, lui répond le jeune artiste. Et quand on est à Cagnes, on veut voir Renoir. Oui, eh bien, vite fait. Alors il ne le fait même pas asseoir, ce qui fait qu'évidemment, Fujita ne remettra jamais les pieds aux Collettes. Et puis, il y a tous ces touristes qui viennent le voir comme on viendrait littéralement visiter un monument. Ça l'agace beaucoup, tout ça. Vous savez, quand Sacha Guitry est venu le voir en 1915 pour faire le fameux film dont je vous parlais tout à l'heure, sur le film, il a l'air assez renfrogné, l'air presque un peu buté comme ça, mais je pense qu'il était tout simplement exaspéré par le visiteur, par la caméra, etc. Il était surtout toujours malade. Il est maintenant à demi paralysé. Certes, il a acheté une automobile. Il a loué aussi les services d'un chauffeur, ce qui lui permet de continuer à se promener dans la région. Mais les crises sont de plus en plus terribles. Celle de 1912 va le laisser carrément infirme et désormais, il se déplacera carrément dans une chaise roulante. Et pourtant, Renoir ne se plaint pas de son sort, au contraire, on a l'impression, et chacun de ses tableaux en est en quelque sorte la démonstration, qu'il est dans une sorte d'ode permanente, d'hymne à la vie. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et retour avec vous, Franck Ferrand, au rhumatisme d'Auguste Renoir. Et oui, le pauvre, ça ne s'arrange pas. Au moment de la guerre, il est vraiment lui-même déjà très invalide. Et alors, il va y avoir cet état d'esprit terrible, évidemment, la Grande Guerre de 14-18. Il a 73 ans, lui, en 1914. Et son premier fils, Pierre, celui qui va devenir l'acteur, Pierre Renoir, est gravement blessé au combat. Et ça, c'est arrivé à tellement de familles de France, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était le quotidien, certes, mais c'est dur. Sa femme, Aline, est obligée d'aller au chevet de leur fils. Donc, elle le laisse, si je puis dire. C'est la première fois depuis 1880 qu'ils se séparent. Et puis, c'est au tour de Jean, celui qui va devenir le grand réalisateur Jean Renoir, d'être à son tour blessé à la guerre. Et là encore, Madame Renoir accourt à l'hôpital de Gérardmer pour essayer de le voir. Quand elle rentre à Cagnes, elle est complètement épuisée et je pense qu'elle a été vraiment profondément bouleversée. Elle était atteinte de diabète, vous savez, et elle va mourir en juin 1915 d'une crise cardiaque. Ça surprend tout le monde. Elle n'avait que 56 ans, même si elle fait nettement plus sur les photos.
Et pour lui, ça, évidemment, c'est terrible. Désormais, Renoir va vivre seul avec son fils Claude, qui va toujours au lycée à Nice, avec ses bonnes aussi, qui lui servent de modèle, il faut bien le dire, avec son chauffeur, avec son peintre et ami de Conchy dont je parlais tout à l'heure, et puis l'abbé Beaune. C'est plus du tout la même atmosphère aux Colettes, c'est plus du tout la vivacité de l'avant-guerre. Tout ça est terminé, on a presque l'impression que les volets sont fermés d'une certaine manière. Et puis, et ça n'est sûrement pas un hasard, la santé de Renoir se dégrade, bien entendu. Quand je dis de Renoir, c'est d'Auguste, du peintre. C'est à ce moment-là, vous savez, qu'on va lui entourer les mains de bandelettes, qu'on va être obligé de lui attacher, comme je le disais, ses pinceaux, ce que Sacha Guitry a filmé pour l'éternité. Dans les derniers temps, nous dit Rouchampion, il ne pouvait presque plus remuer la main, et c'était avec l'épaule qu'il réussissait à imprimer par le pinceau les touches nécessaires. On a eu ainsi cette peinture qui est le reflet rayonnant d'une âme consacrée à la lumière, à la jeunesse et à la joie, car cette lumière, car cette jeunesse et car cette joie, elles ne l'abandonneront jamais, bien entendu. Et il va encore, comme une sorte de défi au sort. Il va encore s'attaquer à un grand format. Il ne se contente pas seulement de toutes petites toiles. Il va réaliser ces fameuses baigneuses à partir de 1918, une œuvre monumentale, 1,10 m pour 1,60 m de hauteur, étant donné les conditions dans lesquelles il l'a réalisée. On pourrait presque comparer ça au célèbre Nymphéa de Claude Monet. Vous savez, ces gigantesques compositions qu'il a par la suite et par l'intermédiaire de Clémenceau offertes à la République. Et puis, Renoir continue à recevoir de jeunes artistes. Il va recevoir comme ça Modigliani, par exemple, qui vient littéralement se ressourcer au contact de cette source absolument inépuisable. Il est devenu un véritable mythe national, Renoir, un petit peu comme Monet à la même époque d'ailleurs. Il est commandeur de la Légion d'honneur. D'ailleurs, Sacha Guitry lui pose la question, il lui dit alors quel effet ça vous fait d'être commandeur de la Légion d'honneur? Il dit ça me plaît bien parce que ça épate le chef de gare. Vous voyez, toujours cette espèce en même temps de simplicité bonhomme chez lui. Il conserve des projets. Il reprend d'ailleurs un tableau de 1978, Madame Georges Charpentier et ses enfants. Et puis, on va parler de tous les tableaux, rassurez-vous, on va venir dans un instant à la peinture puisque Serge Legat est là. Et puis en novembre 1919, il va attraper une bronchopneumonie et alors là, ça ne pardonne pas, bien entendu. Le 1er décembre, il est victime d'une congestion pulmonaire. Son organisme robuste semble pouvoir supporter cette nouvelle attaque, dit Korosi. Il ne veut pas se mettre au lit, reste tout habillé dans un fauteuil et parce qu'il est de mauvaise humeur, refuse même les médicaments. De mauvaise humeur, soyons tout à fait honnêtes, il l'est quand même très souvent. Le 3 décembre, vers 2h du matin, Renoir s'éteint. Paisiblement, peut-on dire, même s'il était de mauvaise humeur. Il s'éteint à 78 ans. De mauvaise humeur en apparence, mais avec toujours au cœur, avec toujours à l'âme, ce soleil qui nous éblouit aujourd'hui encore. Bonjour Serge Legat. Bonjour Franck. Vous êtes là pour faire vibrer les couleurs. Alors grâce à vous, nous allons nous promener dans l'univers d'Auguste Renoir. Franck Ferrand. Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Auguste Renoir, avec votre invité Serge Legat, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors, cher Serge, il faut dire encore un mot peut-être de la maladie de Renoir et de l'invalidité qui l'a cloué à ce fauteuil roulant pendant toutes les dernières années de sa vie. Et puis après, on en viendra à la carrière et à tous ces tableaux extraordinaires. C'est terrible les images qu'on voit dans le film de Sacha Guitry, cette espèce de moignon qui peint. Et on voit un homme vraiment vieilli prématurément. C'est d'ailleurs une sorte de constante dans le couple, puisque Madame Renoir, qui meurt jeune, comme vous l'avez dit Franck, paraît beaucoup plus âgée dans le dernier portrait que Renoir fait d'elle. Et Renoir est aussi un homme qui, dans les photographies, fait beaucoup plus que son âge. Alors il y aurait juste une toute petite chose, mon cher Franck, que je remettrai un peu en cause, c'est qu'on est certain que ce corps est un corps souffrant. Par contre, l'idée des pinceaux vraiment attachés aux mains, on en est de moins en moins sûr. Il arrivait, c'est-à-dire qu'on pouvait les fixer vers les mains où il y avait les bandelettes, mais ils n'étaient pas vraiment attachés. Anne Distel du musée d'Orsay a assez bien remis ça en cause. Mais en tout cas, dans le film de Sacha Guitry, on voit très clairement qu'il ne les tient pas, en fait. Voilà, ils sont fixés dans les bandelettes. Voilà, ils sont fixés dans les bandelettes. Et d'ailleurs, ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on voit, Guitry en fait évidemment, comme d'habitude, il en tire le meilleur effet, mais on voit que c'est Jean Renoir, le futur cinéaste,
qui est en quelque sorte commis à cet office, hein, et qui est là pour fixer les pinceaux sur ce qu'il reste de Jean main de son Renoir, père. c'est au fond la source de renseignement la plus extraordinaire également que l'on ait sur son père. Il nous a laissé des témoignages tout à fait extraordinaires et c'est vraiment là où on a des témoignages de première main puisque c'est évidemment un fils aimant et qui parle admirablement bien de son père. Et entre parenthèses, mais c'est une parenthèse que je vais m'empresser de refermer, quel merveilleux homme ce Jean Renoir, qui était vraiment un exemple même d'humanité, d'ouverture, de gentillesse, etc. Ce que n'était pas son père, disons-le. Je l'ai présenté un peu de mauvaise humeur, mais parce que... Non, parce que je pense qu'à la base, on peut le décrire, c'est un jeune homme assez inquiet, qui se pose beaucoup de questions. Et Renoir, je crois que c'est aussi peut-être ce que nos auditeurs vont découvrir. C'est pas forcément l'image de ce personnage un peu solaire qu'on imagine. Ce sont les toiles qui sont solaires, complètement, en fait, hein. Mais lui-même est un homme qui se remet en cause, qui a des doutes. Et soyons francs, à partir de 1883, cette très belle peinture impressionniste qui a été la sienne, il la remet totalement en cause et il se remettra en cause jusqu'à sa mort. C'est vraiment un cas assez exceptionnel. Mais il y a une chose qui me fascine, et on pourrait presque dire la même chose de Raoul Dufy qui était atteint du même mal, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait donc imaginer, ne serait-ce que par la force même des choses, l'œuvre aurait pu petit à petit s'amenuiser, devenir plus banale. Non, pas du tout. On a l'impression qu'à mesure qu'on avance dans l'œuvre, les toiles sont de plus en plus extraordinaires. Oui, et de plus en plus riches, justement, avec cette profusion de couleurs, avec ces rouges tout à fait éclatants. Et c'est d'ailleurs ce que les contemporains ont vu. Quelqu'un qui en parle très très bien, c'est Apollinaire. Et Dieu sait qu'Apollinaire avait un très bel œil sur la peinture. Et il disait ceci: les derniers tableaux sont toujours les plus beaux chez Renoir, ce sont aussi les plus jeunes. Ce qui montre que les artistes, comme les hommes aussi sensibles qu'Apollinaire, ont parfaitement compris à quel point Renoir se renouvelle et arrive en fin de carrière à une nouveauté tout à fait étonnante. Et j'aime beaucoup cette idée de la prise en compte du temps dont parle Sacha Guitry. Oui, ce que je fais aujourd'hui sera clair. bien dans 20 ans, dit-il. C'est incroyable. Et c'est vrai que d'ailleurs, Sacha Guitry a eu tout à fait raison, puisque toute une postérité s'est réclamée de Renoir. Il faut quand même savoir, quand on connaît le caractère de Picasso disait Renoir c'est le pape. Oh là là. Ce qui est quand même un hommage extraordinaire, surtout de la part de Picasso. Tous, Bonnard, Maurice Denis bien sûr, Matisse, tous. Matisse, absolument. Ils ont tous fait, beaucoup ont fait le pèlerinage aux Colettes dont on parlait, et puis même dans les artistes qui ont été proches, le côté très dur de Cézanne disait aussi: je méprise tous les peintres vivants excepté Monet et Renoir. Donc c'est un bel hommage aussi. Nous parlons de Cagnes-sur-Mer et des Colettes bien sûr, mais il ne faut pas oublier l'autre source d'inspiration, si je puis dire, puisque pas mal de nos auditeurs nous écrivent. Alexandre, Julien, etc. nous disent parlerez-vous du très beau village d'Essois dans l'Aube, hein, donc on n'est pas loin de Troyes. Absolument, on est très près de Troyes. Alors Renoir l'a découvert grâce à celle qui deviendra son épouse, Aline Charigot, qui l'épousera par la suite. Il découvre à peu près Essois en 1885, à l'automne 85, et c'est par la suite qu'il achètera une grange. C'est assez modeste à la base, et c'est un lieu où il vient régulièrement à partir de 1898. Je dirais qu'Essois va laisser la place par la suite à Cagnes-sur-Mer. Alors donc, Essois, Cagnes-sur-Mer, ça explique qu'on ait inconsciemment l'image d'un Renoir qui est plutôt un homme de l'Est, alors que lui est né à Limoges, quand même, il faut le dire. Alors, il n'est pas resté très longtemps, puisque sa famille s'installe à Paris, il est très très jeune, donc il vient à Paris très tôt, mais c'est vrai qu'il est d'une origine provinciale, et chose également intéressante, vous en parliez Franck, c'est cette origine très modeste. Alors ça, c'est une chose qui restera présent. Là, on est justement très très loin de peintres comme Basile, comme Caillebotte, qui étaient des hommes de milieu fortunés, et qui n'auront pas les problèmes de début de carrière, et peut-être aussi ce questionnement de Renoir, cette origine modeste, est une chose qui va également compter dans son évolution psychologique. Comment vient-il à la peinture? Au départ, il aurait dû être artisan peintre. Complètement, tout à fait. Il travaillait sur des assiettes, voilà, donc sur des éventails également, ce qui était assez logique. Ça veut dire quelle dextérité en même temps. Tout à fait. Et c'est là où on voit qu'il a une qualité du dessin qui vient de cette formation artisanale. Et alors après, là aussi, on est sur quelque chose de très simple. Bien, il profite des cours qui sont des cours quasiment gratuits. Il suit les cours du soir de dessin et d'art décoratif jusqu'en 1862. Il va également s'intéresser, alors une chose que tout le monde a oublié, il a fait partie des chœurs de Saint-Eustache et il avait comme professeur Charles Gounod. Et Charles Gounod disait qu'il était très doué également pour la musique. Et puis par la suite, il va véritablement abandonner ce côté, j'oserais dire, passe-temps du soir pour se consacrer à la peinture. Et là, il entre dans un très bel atelier qui est l'atelier de Charles Glaire. Alors il y a un peintre, un grand maître de l'art français
qu'on ne peut pas ne pas citer quand on évoque Renoir, c'est Fragonard. Puisque la touche sur certaines toiles est quasiment la même. Complètement. Vous parliez d'ailleurs, Franck, de son dernier tableau, Les Grandes Baigneuses du musée d'Orsay, et c'est totalement un hommage à Fragonard. Alors Fragonard et Boucher et Watteau, il les a connus aussi très tôt, puisque comme beaucoup d'artistes, il commencera par faire des copies au Louvre. Et son choix à ce moment-là sont vraiment les collections françaises du 18e. Donc Watteau, Boucher, Fragonard sont particulièrement essentiels pour lui. Et Fragonard sera peut-être de tous celui qui va le plus le marquer. Alors, sous le Second Empire, c'est encore pour l'instant un rapin, si je puis dire, un petit peintre totalement inconnu, qui vivait, j'aime beaucoup l'expression de Guitry, qui vivait sur un champ de pommes de terre. Exactement. Et quand est-ce qu'on va commencer à le reconnaître ? À partir de quel moment est-ce que... Alors, il va participer à cette aventure de l'impressionnisme. Donc évidemment, il est présent à la première exposition impressionniste, celle de 74. Et là, je dirais, c'est comme pour ses confrères. C'est-à-dire que c'est une réputation de scandale. Quoique, Renoir est malgré tout le plus épargné par la critique. Monet, la cible de toutes les attaques de la critique. Renoir, somme toute, avec son goût pour les portraits, pour les images d'enfants, est un petit peu épargné par la critique. Mais en 74, c'est une célébrité de scandale. Il est plus aimable et il a des sujets qui paraissent, sa touche est peut-être aussi un peu plus traditionnelle. Monet va plus loin dans la touche fragmentée. Et c'est vrai que il a évidemment fait partie de cette remise en cause de ceux qu'on appellera impressionnistes, mais le succès lui vient vraiment par la suite. Et alors ça sera un succès énorme. Là, il y aura une reconnaissance dans les années 80, la fin des années 80. C'est un grand succès. Moi, je suis convaincu qu'il y a un lien, des ponts et des passerelles qu'on peut constamment établir entre l'histoire politique, et puis l'histoire de l'art. Et il est évident que la grande fracture, c'est cet effondrement du Second Empire en 1870, la guerre de 70, le siège de Paris, la Commune, tout ça. Tout ce qui va se passer après, dans les débuts de la Troisième République, est différent artistiquement. Différent. Alors il y a ce changement radical et qui touche toute la France, bien évidemment. Et puis cela touche aussi de façon très personnelle. Par exemple, ces milieux d'artistes, puisque au moment de la guerre de 70, le fameux Frédéric Bazille, ce très joli peintre de Montpellier, est tué. Il a une vingtaine d'années à Baume-la-Rolande. Et ça, pour Renoir, c'est évidemment un choc total. Il y avait une amitié et une affection. En plus, Bazille le logeait. Il partageait des ateliers communs, puisque Bazille avait un peu plus d'argent. Donc il logeait et Renoir et Monet, et il partageait à ce moment-là un atelier. Mais donc, Monet et Renoir sont comme deux frères, si je puis dire, à l'époque. Ils se sont rencontrés très tôt, puisqu'ils se rencontrent dans le fameux atelier de Charles Glaire dont nous parlions, ce peintre d'origine suisse installé à Paris. Tout ça, c'est le même milieu. C'est fabuleux, parce que quand même, chez Glaire, il y a en même temps Bazille, Renoir, Monet et Sisley, qui ne se connaissent pas, mais qui vont tout de suite nouer une amitié dans cet atelier. On est dans cette espèce de mythologie des impressionnistes. Complètement. C'est une aventure extraordinaire. C'est formidable avec les canotiers, avec tout ça. Qui n'est pas aussi linéaire et limpide qu'on peut le penser. Je prendrai juste un exemple. En 1874, qui est donc la première exposition impressionniste, ils sont absolument tous là. Et ils font bloc. Lors de la dernière exposition impressionniste, celle de 86, ils sont pratiquement tous absents. Il y a Pissarro et Degas qui sont présents. Tous les autres, on pourrait dire de nos jours, ont décidé de boycotter la dernière exposition. Dans un instant, je propose à nos auditeurs d'ouvrir grand les yeux, puisque bien que nous soyons à la radio, nous allons leur décrire quelques-unes des plus grandes merveilles signées Renoir. La valse numéro 2 en si mineur de Chopin par Arthur Rubinstein. Vous nous parlez cet après-midi en Franck Ferrand d'Auguste Renoir avec votre invité Serge Legas, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Les doigts, le toucher merveilleux d'Arthur Rubinstein caresse littéralement le clavier, un peu comme les brosses et les pinceaux de Monsieur Renoir caressaient sa toile. Alors, on viendra d'ailleurs à la leçon de piano tout à l'heure, chaque chose en son temps si je puis dire. Il y a les grandes toiles de Renoir, grandes à tous les sens du terme, qui sont même fondatrices pour une certaine école, il faut dire. Est-ce qu'on commence par le Moulin de la Galette peut-être ? Je crois que c'est une peinture qui est un petit peu un symbole même de l'impressionnisme. C'est cette toile tout à fait superbe de 1876, qui est maintenant l'un des fleurons du musée d'Orsay, et qui sera présentée lors de la 3e exposition impressionniste, et qui est vraiment un travail absolument merveilleux, puisque l'idée de Renoir,
c'est d'arriver à organiser la représentation d'une foule en mouvement, c'est-à-dire de donner le sentiment de la danse, et il le fera avec un éclairage extrêmement complexe, puisque le bal du Moulin de la Galette est un bal en plein air, donc la lumière passe à travers le feuillage des arbres, et cela va donner un travail que peu de gens d'ailleurs ont vraiment remarqué à l'époque, un premier plan avec des portraits qui sont généralement des amis peintres de Renoir, entre autres le fameux Gervex, qui est pas du tout un peintre impressionniste, mais qui est présent dans les premiers plans. Et là, ce sont des portraits très détaillés. Et puis alors des arrière-plans qui sont très légers, avec une lumière tamisée, très subtile. Et alors des taches de lumière sur tous les costumes. Un critique dira, ne pourrait-on pas dire à Monsieur Renoir de au moins donner des vêtements propres à ses modèles, puisqu'on disait qu'il y avait comme des taches d'huile sur le costume. Mais c'était cette captation de la lumière qui est la base même de l'impressionnisme. Donc en quelque sorte, un mélange. J'essaie de résumer, vous allez me dire si je me trompe, c'est possible. Là, je m'adresse au professeur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une structure d'un grand classicisme extrêmement solide, et puis sur cette structure, un traitement qui lui est carrément fantaisiste, voire un peu audacieux. Très audacieux, absolument. Mais il y a une base. C'est là où on retrouve cette base. D'ailleurs, Renoir l'a revendiqué vraiment. C'est la différence avec Monet, qui va juste là plus loin dans cette liberté au niveau des compositions. Mais cela donne aussi quelque chose de totalement étonnant, puisqu'au fond, on se rend compte que Renoir arrive à créer sur un sujet, la danse assez traditionnelle, un univers résolument nouveau. C'est un tableau qui va évidemment devenir, avec une technique fluide, allusive, un des plus beaux symboles de l'impressionnisme. Un univers, une atmosphère, une ambiance, tout ça grâce peut-être aussi au traitement des couleurs. Un tableau d'ambiance par excellence, c'est archi célèbre, bien entendu. C'est peut-être le plus célèbre de tous les tableaux de Renoir, mais on peut rêver devant cette toile pendant des heures. Ça, c'est quand même, c'est peut-être ce que la peinture peut offrir de plus fascinant, ça, quand elle fait complètement rêver comme ça. Oui, c'est le déjeuner des canotiers. Là, c'est une évasion totale, puisque le déjeuner des canotiers, on a envie d'y être. C'est le plaisir. On a ce sentiment. Alors là aussi, qui est d'ailleurs une chose intéressante, puisque, mon cher Franck, vous avez parlé de ce problème de la guerre de 70. Les impressionnistes nous donnent l'image d'une France très heureuse, très sereine. On se rend compte qu'il y a aussi un besoin d'évasion. On veut oublier les drames que la France a connus. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il y a aussi une part de fiction. On donne une image d'une France heureuse, c'est le petit vin blanc, c'est les guinguettes, et les canotiers, c'est un merveilleux endroit. C'est la série Maupassant de France Télévisions. Complètement, c'est exactement. Et c'est d'ailleurs un des endroits que Maupassant aimait beaucoup, puisque c'est le fameux restaurant Fournaise à Chatou. Et Maupassant disait, c'est le phalanstère des canotiers. Donc c'est vraiment un endroit qui n'était donc pas une guinguette, c'est vraiment un restaurant, c'est plus chic. La Grenouillère que Renoir avait peint quelques années plus tôt, là c'était assez mal famé, c'était assez ordinaire et c'était un lieu qui était une guinguette. Le restaurant Fournaise, c'est plus chic. Mais c'est pas un hasard, c'est qu'on a l'impression que le temps passant, Monsieur Renoir s'embourgeoise un peu, à tous les points de vue. D'un point de vue tout à fait matériel et pécuniaire, mais aussi d'un point de vue peut-être artistique. C'est-à-dire que, regardez simplement l'évolution de ces sujets. J'adore ces deux tableaux du musée d'Orsay, hein, la danse, la danse à la campagne et la danse à la ville, avec quand même peut-être en arrière-fond une forme quand même d'un certain conservatisme, il faut bien dire. Sûr. Et en plus, on est exactement avec ces deux tableaux d'Orsay à l'époque où, ça y est, il remet en cause sa peinture impressionniste. C'est le début de ce qu'on appelle la période aigre, acide ou ingresque, puisqu'il revient à Ingres, à ce moment-là. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans ces deux tableaux, on voit réapparaître le sens du dessin, le sens de la ligne, des compositions toujours très structurées, puis ces grandes figures féminines. Alors, ce qui est quand même merveilleux, c'est que dans ces deux tableaux, les modèles féminins sont bien connus, puisque nous avons dans la danse à la campagne Aline Charigot, qui sera quelques années plus tard sa femme, et de l'autre côté, la ravissante jeune femme de la danse à la ville n'est autre que Suzanne Valadon, le peintre qui sera la mère du trio. Et quand on sait qu'elle avait un caractère absolument abominable, on peut pas la reconnaître sous les traits de l'adorable jeune femme qu'elle est dans le tableau. Il y a un peu chez Renoir, et ça n'ira qu'en sa croissance, un côté, comment est-ce que je pourrais dire ça pour ne pas commettre de gaffe, mais on a un peu l'impression de brin de laine, de quelque chose d'assez textile dans le traitement. Mais c'est particulièrement juste ce que vous dites, Franck, comme toujours d'ailleurs. C'est évidemment l'importance qui est l'importance des matières. C'est une des choses qu'il aime profondément et il a un besoin de traduire les effets qui sont les effets de tissu. Il oppose des robes qui sont des robes populaires à des robes au contraire de matières très belles comme la mousseline, le taffetas. C'est aussi ce qu'il fait dans les portraits d'enfants. Il adorait faire des portraits d'enfants parce qu'à côté des chairs qui étaient ces chairs très
nacré des visages d'enfants, on pouvait faire jouer d'une façon très subtile les effets qui étaient les effets soyeux des tissus habillant ces enfants. À partir de ce moment-là, on va dire au tournant des années 1890, il est devenu, lui qui était donc un peu, faisait partie du petit groupe des peintres révolutionnaires, des impressionnistes mal vus du Second Empire. Enfin, quand je dis du Second Empire, pas spécialement de l'État, mais de la société. Il devient une notabilité maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu un dignitaire? Ah oui, d'ailleurs, ça explique les différents titres dans l'ordre de la Légion d'honneur, dont il est très content d'ailleurs. Il est tout à fait heureux d'être décoré. Et puis, alors, des petites choses amusantes. Les impressionnistes, à la base, Monet en tête, détestent les cadres qui sont les cadres bourgeois traditionnels. Ces cadres néo-baroques, néo-rococo, dorés. Oui. Normalement, les impressionnistes, comme Monet, voudraient des cadres blancs. Le seul qui aimait ces cadres très bourgeois, c'est Renoir. Et lui n'était pas du tout gêné que ces tableaux soient encadrés de cette façon assez conservatrice. Ce qui explique peut-être qu'un certain nombre de grands collectionneurs, je pense américains notamment, est une vraie fascination pour Renoir. Ah oui, ça explique absolument cet enthousiasme. Et puis une chose hallucinante qui explique aussi la richesse des collections privées, c'est le nombre de tableaux que Renoir a peints. Là, on est sur quelque chose d'unique. La production de Renoir peinte, c'est plus de 4000 tableaux. C'est-à-dire qu'à lui seul, il a peint plus que Degas, Manet et Cézanne réunis. C'est-à-dire qu'en une seule vie, il a une œuvre, 4000 tableaux, c'est un record. C'est absolument sidérant, ce qui explique qu'il y a encore beaucoup de tableaux de Renoir en collection privée. Tous ne sont pas dans des musées, puisqu'il a beaucoup produit. Il continue à fréquenter ses pairs. Est-ce qu'on le voit toujours au milieu des peintres? Alors, on le voit au milieu des peintres, mais on le voit cherchant beaucoup plus des liens. Il n'est pas encore tout à fait infirme, je précise. Non, mais il aime assez se rapprocher des milieux plus officiels, justement. Par exemple, il décide de très tôt d'arrêter de participer aux expositions impressionniste. Il veut exposer au salon. Il ne veut plus exposer dans ces expositions marginales qui sont les expositions impressionnistes. Il change de milieu. Absolument. Et puis, il y a une chose très touchante chez lui, il y a un besoin de reconnaissance. Et ça, ses origines modestes peuvent sûrement l'expliquer. Il a besoin d'être connu. Il a besoin que son nom... L'État va lui faire des commandes, d'ailleurs. Alors ça, pour Renoir, c'est d'ailleurs extraordinaire. Ça sera les fameuses jeunes filles au piano du musée d'Orsay en 1892, qui est une commande de l'État. Alors c'est merveilleux, parce qu'il a enfin une commande de l'État. Il fait 7 versions différentes, en se disant il y en a bien une qui leur plaira. Et ils ont choisi le tableau qui est à Orsay, mais on a une autre très jolie version qui est au musée de l'Orangerie à Paris. Je connais la façon dont vous maniez la litote, Serge. Vous êtes en train de dire que les commissaires qui ont choisi pour le gouvernement n'ont peut-être pas choisi le bon, c'est ça? Ils ont choisi le plus traditionnel. La version de l'Orangerie est beaucoup plus libre et peut-être plus intéressante, mais le tableau d'Orsay est tout à fait superbe. Et ça, c'est une vraie commande d'État. Pour Renoir, c'était son bâton de maréchal. Et puis donc, ça va être le sud, ça va être le midi, voilà. Et là on arrive donc dans cette période de Cagnes-sur-Mer où la lumière, ou la couleur aussi, on le disait tout à l'heure, le rouge notamment. Voilà. Alors qui peut-être, si on revient au plan médical qui nous a occupé aujourd'hui, il est certain que Renoir vieillissant a ce problème que beaucoup d'artistes ont eu, c'est-à-dire que les couleurs ne sont plus perçues d'une façon absolument parfaite. Le rouge devient un peu totalitaire, et c'est peut-être l'explication de certains tableaux où je vais être un peu dur, on a presque des harmonies par moments discordantes, on arrive à des tons presque un peu vineux sur des rouges qui sont des rouges un peu trop présents. C'est pas le cas de tous les tableaux, mais pour certains, on pense qu'il y a aussi un problème de vue. Monet, d'ailleurs, aura les mêmes problèmes, puisque Monet, ce qui sera opéré de la cataracte, disait lui-même que c'était devenu un gros problème pour lui de représenter la lumière et les couleurs. On sait que Monet était très proche de Clémenceau, donc des radicaux, etc. C'est pas du tout le cas de Renoir. Là, ils se sont éloignés, si je puis dire. Et là, je vais peut-être aussi décevoir une partie de nos auditeurs, c'est qu'on imagine que ces artistes avant-gardistes sont forcément des avant-gardistes dans tous les domaines. Alors, c'est pas du tout le cas. Il faut quand même savoir que dans ce monde impressionniste, les anti-Dreyfusards seront très nombreux. Dans les anti-Dreyfusards, il y a Renoir, il y a Degas, il y a Cézanne, et qui seront vraiment assez virulents. Le plus dur sera Degas, qui avait beaucoup d'amis juifs dans son enfance et qui se brouillera absolument avec tous au moment de l'affaire Dreyfus. Renoir ira moins loin, mais Renoir a aussi des penchants antisémites assez nettement. Alors j'espère qu'en dépit de ces penchants, nous aurons donné à nos auditeurs envie d'aller visiter des expositions. Il y en a plusieurs en ce moment. Et puis il ne faut pas hésiter tout simplement à se rendre au musée de l'Orangerie. Tout bien simplement. Sûr, et au musée d'Orsay. Et au musée d'Orsay, évidemment, bien sûr, où les collections sont superbes. C'est le plaisir et d'aller revoir ce que l'on évoquait, le bal du Moulin de la Galette, les grandes baigneuses, le testament de Renoir, ou tout simplement les jeunes filles au piano. Tout ça, c'est aussi une poésie et c'est un univers, mais un
un On n'a univers pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a aussi les natures mortes qui sont assez, qui sont assez superbes, stupéfiantes. absolument superbes, et souvent des natures mortes de jeunesse. Ça a été un de ses premiers thèmes de peinture. On n'aura jamais vu des natures mortes aussi vivantes, d'une certaine manière. Absolument. Merci beaucoup, Serge Legas. Vous nous avez fait rêver de lumière, de couleur, de matière. Merci, Franck. Il faut dire que le sujet s'y prêtait et que M. Renoir, malgré ses rhumatismes, avait quand même une certaine dextérité. C'est ça qui est fou. Quelle finesse, quelle incroyable précision dans le trait, dans la touche. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Catherine. Elle nous a envoyé sa demande par mail sur europe1.fr. Alsacienne d'origine, elle aimerait en savoir plus sur les malgré nous. Alors, il faut dire d'abord que je fais très attention à ce que je vais dire, parce que vous savez, ça, s'il y a bien un sujet sensible, j'ai déjà reçu tellement de courriers sur ce sujet. Il y a eu déjà des Alsaciens et des Mosellans qui ont été enrôlés dans l'armée allemande au moment de la Première Guerre mondiale, bien entendu, puisque les territoires en question, en tout cas la moitié de la Moselle et l'Alsace, appartenaient à l'Allemagne depuis 1871, et déjà, on employait le terme de malgré nous. C'est évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale que tout ça va prendre l'importance que l'on sait. La Moselle, l'Alsace sont de nouveau annexés par l'Allemagne en 1940, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que jusqu'en 1942, la mobilisation des jeunes Alsaciens et Mosellans dans l'armée allemande n'est pas obligatoire, même si évidemment la propagande nazie les y incite, vous imaginez bien, mais sans succès, en tout cas pour l'essentiel. En août 1942, le service militaire est obligatoire en Alsace et en Moselle. Ça change tout, bien entendu. De nouveau, on va avoir des enrôlés de force dans l'armée allemande, ce qui pourtant est illégal, puisque la Convention de La Haye en 1907 interdisait l'incorporation de forces de ressortissants d'un pays occupé. Sauf que les Allemands répondent, oui, mais nous n'occupons pas, nous annexons. Nuance assez subtile. En tout, 103 000 Alsaciens et 31 000 Mosellans, soit 1% du contingent total des forces armées allemandes, vont être incorporés dans la Wehrmacht, mais aussi dans la Waffen-SS, la branche militaire de la SS. Et d'ailleurs, il y a aussi des femmes qu'on va appeler les malgré elles, vous savez, qui vont être enrôlées. C'est un enrôlement de force, bien entendu, sous peine de mort. Il ne faut jamais manquer une occasion de le rappeler, bien entendu. D'ailleurs, on ne trouve pas que des Alsaciens et des Mosellans, mais également des Belges et Luxembourgeois, etc. Bref, tous les territoires annexés par le Troisième Reich. La plupart des malgré nous sont envoyés sur le front russe. Un grand nombre d'ailleurs seront faits prisonniers par les soviétiques et envoyés dans des camps de détention dont certains ne reviendront pas. D'autres seront envoyés, vous le savez, en Normandie combattre les Alliés. 13 d'entre eux, et c'est ce qui a fait couler tant d'encre, 13 d'entre eux ont fait partie de la division Waffen-SS das Reich, vous savez, qui va participer au massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944. Certains vont pouvoir déserter, se rendre aux Alliés ou être enrôlés dans les forces françaises intérieures, un petit nombre, et à la Libération, ceux qui ont pu revenir seront victimes, vous le savez, d'amalgames. Il y a sur ce sujet des incompréhensions, des sources de conflits et de débats qui n'en finissent pas et qui aujourd'hui encore, évidemment, alimentent le débat. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi pour un nouveau grand portrait. Et oui, merci Franck Ferrand. Les rendez-vous sont pris et notés sur Europe 1 et juste après les informations sur votre radio. Raphaël Antoven reçoit le scénariste Sullivan Le Postec et Séverine Barthes, maître de conférence à Paris 3, spécialiste des séries de télé pour parler d'X-Files.